Examinons maintenant l'horreur à la croisée des concepts, de Lewis Carroll à la J-Horror. J'ai déjà mentionné Alice. À ce jour, les jeux conçus par American McGee et son studio Spicy Horse continuent de gentiment éclipser les quelques trésors cachés en point and click pour les plus jeunes, et même la gamification du livre Alice in Wonderland de Tim Burton par Étrange Libellule. Et pour cause, American McGee a produit les séquelles macabres des œuvres de Lewis Carroll, qui auraient probablement conduit ce dernier à se retourner dans sa tombe. Avec Alice, sorti en 2001, et sa suite Retour au pays de la folie, en 2010, on est loin du récit dans lequel le ludisme exacerbé du pays des merveilles, s'il confrontait l'héroïne à la déraison, n'envisageait jamais le meurtre ou une quelconque forme de violence. Les livres ne sont pas l'unique source de cette réimagination agressive. On y trouve des références au cinéma d'horreur, l'imagerie surréaliste, et même les œuvres picturales comme celle de Mark Ryden. Ken Levine et 2000 Games vont plus loin avec BioShock, l'œuvre de l'écrivaine américaine Ayn Rand, en particulier La Grève de 1957, en est l'inspiration principale. Or, l'histoire du livre n'est pas celle du jeu. C'est l'idéal ultralibéraliste de Rand, incarné par Andrew Ryan, qui devient ici le pilier effrité de l'univers de Rapture. Le choix du first-person shooter, horrifique, place le héros en position de première personne, ce qui est symboliquement un moyen de privilégier son statut d'individu dans un univers où il va devoir choisir et comprendre qui il est vraiment. La vision horrifique d'un livre est une prise de distance, ouvrant sur de larges perspectives. Comme disait Victor Hugo, l'horreur a 1000 visages. Que votre objectif soit de dégoûter du gore, du slasher, du splatter, zombie et post-apocalypse, de terrifier avec une horreur psychologique à la Stephen King, ou de l'épouvante gothique du thriller d'enquête, ou de simplement déranger jusqu'à l'os, il suffit de s'ouvrir la veine au sang mêlé et inépuisable de la littérature connue sous l'appellation de fantastique. Ainsi, vous pouvez percevoir la différence de traitement du vampire dans des jeux comme les Castlevania, proches de la dark fantasy, et utilisant des références à Dracula et Vampire the Masquerade Bloodlines, plutôt splatterpunk, en référence à des livres comme Les Prédateurs ou Lost Souls. L'iconographie des monstres et diables en tout genre nous vient de toutes les civilisations et de toutes les traditions poétiques. L'enfer de Dante Alighieri est bien le réservoir le plus célèbre de créatures infernales. Des jeux aussi sensiblement différents que Devil May Cry, Dante Inferno ou Agony y font librement référence. C'est là tout le principe d'une réimagination vidéoludique, et elle part bien du principe d'Agency, selon lequel c'est un monde et des personnages actifs que l'on cherche à rendre. Pour cela, il ne suffit pas de lire les ouvrages en négligeant tout ce qu'ont apporté à l'imaginaire de la peur, le cinéma et la pop culture. Si vous lisez le célèbre roman de Bram Stoker, vous y trouverez un vampire plus proche du parasite mijotant des attentats ratés et que des humains, tout sauf entraînés au combat, tuent. D'un coup de couteau. Bref. Le héros de la trilogie de Mercury Steam, Castlevania, Lords of Shadow de 2010, Mirror of Fate de 2013, ou bien Lords of Shadow 2 de 2014, n'a de Dracula que le nom et répond à des critères semblables au Geralt de CD Projekt, à savoir des forces, des faiblesses, un équilibrage entre magie et combo physique, et une caractérisation dans les règles de l'art de scénarisation de cette époque-ci. Vous savez, l'art de montrer plus que de dire. Les créatures de la vague fantastique anglaise, connue sous le nom de roman gothique, donnent ainsi lieu à un foisonnement de versions vidéoludiques qui ne se servent des textes que comme point de départ. Ainsi, le récent Horror Survival de Wells Interactive n'utilise qu'une référence implicite au personnage du roman de Richard D. Blackmore, Maid of Sker, qui ressemble plus à un roman à suspense, ainsi qu'à l'Odyssée d'Homère. Les développeurs ont eu l'idée de créer un objet mécanique pour déclencher le chant de la sirène capable de paralyser les ennemis. À nouveau, le principe de l'agency. Là où Ulysse ne fait que passivement écouter ce chant nocif. Ce principe de mise en action d'éléments et de personnages est flagrant dans le vidéoludique.
Les Japonais nous surprennent encore plus en transformant parfois totalement une œuvre ou une mode littéraire. Si l'on connaît la série de RPG horrifiques ayant débuté avec Parasite Eve en 1998 par Square, connaît-on le roman éponyme publié par le japonais Sena Hideaki. Loin d'une gamification, Sena était pharmacologue et son livre est très détaillé sur la biologie. Le jeu n'utilise qu'une ou deux cinématiques didactiques sur l'Ève néo-mitochondriale, née des anomalies. À la place du blob possédant les humains dans le livre, les développeurs du jeu ont créé un monstre plus proche d'un méchant, avec des super-pouvoirs, modifiant le squelette et une héroïne qui n'a rien de scientifique. Le roman a accompagné la vague de la J-Horror, la Japan Horror, définitivement popularisée par Ringu, la trilogie de Suzuki Kochi de 1991. Sa vision d'une hantise moderne, passant par les appareils électroniques, n'a pas seulement donné un film emblématique. Des jeux comme Fatal Frame, par Tecmo, réutilisent le cadre invasif du spectre en créant des outils manipulables dans le gameplay, comme l'appareil photo exorcisant. Le studio indé japonais Chilza Hearts sévit depuis quelque temps déjà en produisant toute une gamme de jeux d'horreur à prix réduit et faisant souvent l'objet de bundles sur Steam. Utilisant la première personne et dotant presque toujours le joueur d'une caméra donnant au décor un aspect filmé et granuleux, Chillaz, en réalité Taira Yasuka, place essentiellement ses scénarios dans les légendes urbaines Inunaki, Yukiona, Teke Teke, autant de spectres hantant les milieux urbains du Japon. Jeux, films, utilisant la technologie de l'apparition triggering, ils utilisent un ensemble de références aux thématiques paranormales de la J-Horror, tout en faisant ressortir le côté mystère et enquête de ces livres, couplé avec la technologie hantée. A l'inverse, certains concepteurs de jeux vidéo peuvent créer une vision fantasmée d'une culture cinématographique et littéraire en y appliquant leurs propres références. C'est le cas des jeux Silent Hill, créés par Konami et la Team Silent, jusqu'en 2004. Si les jeux se déroulent dans une ville fictive américaine et intègrent des références à la Stephen King et à un paquet d'autres auteurs des USA, l'univers est surtout issu de l'imagerie spectrale et de l'imagination typiquement nippone. Elle est peut-être plus visible dans Silent Hill 4, The Room, dont le thème de l'abandon d'enfants prend ses sources dans les romans de Murakami Ryo, les bébés de la consigne automatique. À partir de ces exemples qui ont élaboré une mythologie qui a toujours ses suiveurs, vous pouvez imaginer la création d'un jeu vidéo entièrement nourri de références d'une culture différente, adaptée à votre propre environnement. Vous l'aurez compris, l'art de raconter une histoire à partir d'un livre revient le plus souvent à la réinventer. Dans le cas d'une adaptation fidèle au scénario de l'auteur, la méthode la plus efficace et sécurisante consiste à travailler avec lui, si vous avez la chance de pouvoir le faire, et surtout, si vous faites partie d'un studio qui en gère les droits. Si l'auteur est mort, et que ses œuvres sont tombées dans le domaine public, alors vous pouvez passer cette étape. Mais vous ne négligerez certainement pas l'acquisition d'une connaissance à la fois de l'œuvre et de ce qui a été réalisé en matière de jeu, puis de film aussi. Après tout, l'un est le rejeton évolué de l'autre. En tant que scénariste, vous serez amené à avoir une vision d'ensemble, puisque vous mettez en place une histoire qui sera interactive, dans un univers qui a ses possibilités comme ses limites. Mais ce sont précisément ces limites qu'il vous faut percevoir comme des possibilités, et jamais des obstacles. Même si vous êtes débutant, vous devrez vous débarrasser de cette croyance que tel ou tel médium ne peut pas en devenir un autre. En clair, ne peut pas transmuter. Écrire une histoire qui fera l'objet d'un jeu est un excellent moyen de percevoir votre capacité à raconter autrement et à communiquer. Car concevoir un jeu vidéo relève du travail collectif, à moins d'être Zheng Xiancheng, le développeur solo de Bright Memory. Il y a certainement un facteur chance, mais des parcours comme ceux de Vlad Mahorlets, le créateur de Dark avec un Q, prouvent qu'il faut surtout en vouloir, bosser et ne pas avoir peur de s'ouvrir. Je vais à présent terminer sur un bon exemple. Commençons par un exemple de création d'un jeu d'inspiration Lovecraftienne, le projet Ungraved. Décidément, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré les jeux vidéo explorant chacun à leur manière le monde de Lovecraft. Vous croyez que j'allais passer sur l'horreur sans parler du maître ? Les développeurs de petites équipes comme Eternal Darkness, Alone in the Dark, Call of Cthulhu ou The Sinking City proposent des aventures inédites basées sur l'univers de l'auteur, le plus terrifiant
de la littérature fantastique. Vous le comprendrez en y jouant. Ce ne sont jamais des transcriptions de nouvelles comme l'Appel de Cthulhu ou Dagon, mais des expériences inédites, puisant dans la mythologie Lovecraftienne pour les monstres. Là où des titres tels que Call of Cthulhu par Cyanide, Saber Interactive en 2018, et The Sinking City par Frogwares en 2019, donc là où de tels titres assument leur dérivation directe de cet univers, tout en étant des histoires inédites, d'autres comme Eternal Darkness par Silicon Knights en 2002 sont Lovecraftiens, en ce qu'ils se servent d'éléments récurrents dans l'univers de l'auteur américain, comme l'interface sous forme de grimoire, le tome des ténèbres, rappelant fortement le Necronomicon, ou encore la jauge de folie, l'insanité mentale habitant presque tous les textes. Jeux d'aventure et de survie, ils permettent d'incarner des personnages qui ont tous un trait d'enquêteur prononcé et un background souvent en lien avec une culture obscure et maudite. Lovecraft n'a pas créé un personnage plus mémorable qu'un autre, mais bien des centaines de personnages, étudiants, aristocrates, archéologues, enquêteurs, ayant tous ces caractéristiques propices à la recherche et au décryptage des mystères. Il y a aussi une obsession thématique chez cet auteur dont les propres parents étaient atteints de troubles mentaux, la folie. La folie n'est pas traitée cliniquement, à l'image des romans policiers contemporains manifestant une grosse connaissance de la criminologie, de la psychologie et de la médecine légale. Lovecraft a rapproché, et c'est là sa signature, la folie d'une forme de clairvoyance d'un monde abominable, où le sujet est tout petit et menacé par des créatures anciennes et terribles. C'est en cela qu'il est reconnaissable. Dans cette alchimie unique entre mystère, occultisme et lecture du réel, qui nous permet aujourd'hui de qualifier une œuvre ou un monstre de Lovecraftien. À l'heure où ces lignes sont écrites, une équipe au sein des créateurs de monde s'est lancée dans un projet que j'ai l'immense plaisir de vous agiter sous le nez. Un futur prototype, et nous l'espérons peut-être, un futur jeu vidéo fortement inspiré des textes de Lovecraft. Alors on s'est basé sur Dans l'abîme du temps en particulier, et un roman de proto-SF d'Edward Bulwer-Lytton, La race future. Le projet fera l'objet des numéros 6 et suivants du mag. Ce sera un horror survival très old school, à la 3e personne, et dont le gameplay s'inspire du tout premier Alone in the Dark, sorti en 1992. Nous en parlerons plus en détail dans ces numéros, mais déjà je peux vous dire que cette équipe s'est lancée dans cette aventure avec une volonté de créer un prototype de jeu Lovecraftien crédible et complètement dément. Pour cela, en tant que scénariste du jeu, j'ai imaginé une histoire dans laquelle des personnages jeunes étaient recueillis par des adultes voulant les empêcher de développer de dangereux pouvoirs. L'histoire est d'abord identifiable dans son appartenance à un genre précis, le fantastique, puisant dans des éléments Lovecraftiens. Dans l'abîme du temps, le protagoniste découvre qu'il existe un plan de réalité au-delà de la conscience, dans lequel des êtres appelés Yit gravent toute la connaissance du monde qui fut, qui est et qui sera sur de gigantesques tomes interdits. J'ai donc imaginé ce que pourrait être une histoire dans laquelle des êtres à l'apparence humaine se retrouveraient possédés par des entités d'un monde interdit et perdraient progressivement le contrôle de leurs actes. Sans spoiler, on peut voir dans ce semblant de pitch qu'il y a des éléments faisant référence à un tas de livres ou de films, voire de jeux vidéo. C'est tout à fait normal, car les histoires sont souvent de la réécriture d'autres thèmes. Ici, la perte de libre arbitre et la peur de notre part d'ombre. C'est souvent une manière efficace et ludique de commencer un projet de fiction. Vous avez dans votre tête une sorte de relique, comme un trésor pouvant se résumer en une phrase dans laquelle transparaît un potentiel. Mais qu'est-ce qui se passerait si... À partir de là, vous ferez probablement des recherches et aurez des lectures. Lovecraft, mais aussi d'autres références, ont été des sources d'inspiration pour envisager une histoire avec un début, un milieu et une fin. Mais le but du projet était d'élaborer un scénario de jeu vidéo, dont le modèle est Alone in the Dark. Donc, même si vous n'êtes pas un développeur, puisque vous vous lancez dans un projet interactif, il est logique que vous vous intéressiez au jeu même. Mais alors, vous êtes en train de nous dire qu'il faut lire et jouer pour pondre un jeu vidéo? Mais c'est divin! Oui, bien sûr, que lire et jouer sont des étapes essentielles, mais ce n'est que 10% du travail. D'abord, pour envisager le scénario, il faut endosser le costume d'un décrypteur. Lire, c'est bien, mais en prenant des notes sur ce qui vous titille, ce qui déclenche en vous ce flash,
que vous voudrez à tout prix transformer en scène ou en objectif local dans le gameplay. Pour ce faire, je n'analyse pas spécialement les textes comme je le fais lorsque je veux écrire un livre, car ce n'est pas la même structure. Il s'agit de s'imprégner de l'univers et de comprendre ce qui génère la peur, l'émotion principale d'un jeu d'horreur en l'occurrence. À partir de là, ce sont les jeux dont je constitue une mini-bible ou un mémo qui me permettent d'acquérir une vision des objectifs principaux, du personnage que j'ai envie de jouer, des ennemis et du décor et surtout de l'agency, qui désigne le principal processus d'interactivité. En général, je prends des notes sur un carnet ou un document réservoir sur ces éléments. J'y indique le scénario ou l'histoire, c'est-à-dire quelle est la trame principale, le fil conducteur ou, si vous préférez, le but cognitif. J'y mets également le thème ou le but philosophique de l'histoire, le character design, avec l'apparence fonctionnelle du personnage, son background, sa psychologie, ses faiblesses et ses atouts. J'y indique les objectifs, souvent de 3 types, celui du personnage, celui du jeu, ainsi que les sous-objectifs. J'y mets le décor, avec sa complexité, son style déterminant, le plus souvent le type d'émotion transmise aux joueurs, ses lieux d'interaction. On y met également l'ambiance, les détails qui entretiennent l'aspect sensationnel. Par exemple, comment le jeu maintient-il le stress à l'aide de sons spécifiques ? Comment marque-t-il la proximité d'un monstre ? Quelle est la signature sonore que mon cerveau retient inconsciemment ? Le traitement des situations dans les phases actives, pendant le combat, la découverte d'un objet important, ou la résolution de puzzles, et passive, pour les cinématiques par exemple, ou les dialogues. Bref, comment est traduite la progression du scénario dans le gameplay ? On va y parler symbolisme, je vais y mettre aussi les gimmicks. Si, ils peuvent être un moyen efficace et amusant de faire le lien avec les livres, les films ou les jeux qui ont été vos chouchous. Ensuite, pour le projet Ungraved, j'ai essayé de visualiser tous ces types d'éléments, de ressentir le jeu que j'ai envie de jouer à partir de l'histoire que j'avais commencé à imaginer. Votre culture vidéoludique vous forme à voir l'expérience interactive, parfois avant même que ce soit un scénario potable. Là encore, je radote. Le maître mot est agency. Agency. Vous devez penser votre histoire en tant qu'action perpétuelle. Une bonne méthode consiste à imaginer que vos personnages jouent un jeu de rôle. Pour de vrai, ils seront dans une situation où la progression devra être à 90% du mouvement. Pour écrire le scénario interactif, les autres créateurs de monde m'ont guidé avec leurs connaissances et m'ont appris à voir l'histoire dans le cadre du gameplay. C'est un travail à plusieurs. Le résumé donnera le découpage de scènes, donnant le futur storyboard qui servira à mettre en place les étapes de jeu. Ce n'est qu'une petite partie du document de projet auquel le directeur artistique, le game designer, le level designer, le responsable de son, le programmeur, j'avais écrit programmateur à l'époque, le scénariste et les testeurs travaillent ensemble. Même si je suis sur la partie scénario, j'ai eu le bonheur d'apprendre que j'avais le droit aussi de donner mes idées sur d'autres aspects. Comme quoi, on acquiert un certain bagage, tout en jouant. Tout créateur est d'abord un amateur, et ça n'a rien de péjoratif. L'amateur est celui qui aime, et par là, il a des acquis inconscients, des réflexes et donc un certain bagage. De même qu'en tant que lecteur, vous avez une prescience de l'art de raconter des histoires. Une fois que vous aurez établi l'histoire, même s'il faudra la modifier, vous serez amené à travailler les scènes, la complexité des personnages, et même leur character design, c'est-à-dire en tant qu'entité jouable, les rebondissements possibles, jusqu'aux différentes fins qu'il peut y avoir. Il suffit de garder à l'esprit que le parcours d'un héros de jeu n'est pas plus tracé que votre vision de départ, car vous avez tout à apprendre auprès de votre équipe, faite en grande partie de gamers passionnés comme vous, et la passion ainsi que la curiosité peuvent suffire pour acquérir tout ce qui vous manque comme connaissance, même si vous ne partez de rien. Dans les numéros 6 à 8 du magazine, le projet vous sera davantage détaillé dans un making-of, et nous nous pencherons davantage sur le travail des développeurs.